Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le secteur du tourisme et des cafés, hôtels, restaurants, le CHR pour faire court, est l'un des secteurs les plus impactés par la crise Covid. Fermetures administratives, jauges, passes sanitaires, le desserrement des contraintes est aujourd'hui l'occasion de voir comment le tourisme, les cafés, hôtels, restaurants ont pu résister ou se sont adaptés à toutes ces difficultés. La saison touristique est maintenant derrière nous et c'est l'heure des premiers bilans. Les chambres consulaires, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers ont mis en place des actions d'urgence pour les entreprises, vous le savez, durant cette crise sanitaire. Mais il y a aussi les actions quotidiennes d'accompagnement du secteur qui se poursuivent. Nous savons que beaucoup de professionnels du secteur se posent, à juste titre, des questions sur leur avenir, y compris sur l'opportunité de céder ou de reprendre une entreprise dans le secteur. La transmission est en effet un des baromètres de la santé des entreprises dans un secteur du tourisme qui pèse très lourd dans l'économie française. Et si cette période de crise pouvait aussi être un temps de nouvelles opportunités? Merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui. Je vous propose d'ouvrir cette belle thématique avec deux premiers invités et un premier volet. Et pour cette première séquence, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Michel Andrès, vous êtes conseiller tourisme à la CCI. Bonjour Michel. Bonjour, je suis conseiller tourisme à la Chambre de commerce, spécialisé dans le monde des cafés, hôtels, restaurants et campings. Et Philippe Bugeaud, bonjour Philippe, vous êtes conseiller transmission, vous, à la CCI. Oui, bonjour Vincent, donc j'interviens auprès des entreprises pour leurs projets de cession, donc à la Chambre de commerce et d'industrie. Alors ça n'a échappé à personne, évidemment, nous sortons d'une crise profonde avec son lot de confinement, de fermeture, de tout un pan de l'économie d'ailleurs, et notamment évidemment avec les cafés, hôtels et restaurants qui ont été particulièrement touchés. Moi, ce que j'aimerais connaître, ce sont les contraintes auxquelles le secteur a dû faire face, et notamment maintenant, post-crise Covid. 4 contraintes majeures en effet pour tout le secteur CHR, avec en effet la fin des jauges, bien sûr, au 21 juin, mais depuis le pass sanitaire qui va rester valable sans doute après le mois de novembre, et donc un contrôle obligatoire de tous les clients, donc une personne nécessaire pour faire ça. Deuxième contrainte donc sur l'emploi, bien sûr le pass sanitaire est obligatoire pour les salariés en relation avec le public depuis le 30 août. Donc on est sur une désorganisation du secteur pour les salariés qui ne veulent pas avoir ce pass sanitaire. On n'a pas encore la date de fin d'ailleurs de l'obligation du pass. Non, pas encore. Puis en effet, le secteur est souvent très demandeur d'emploi et Pôle emploi prévoyait 41% de difficultés de recrutement, donc au niveau des, on va dire, 100 000 emplois qui sont proposés par le secteur habituellement. Troisième contrainte, c'est l'approvisionnement en effet, puisque le secteur a été désorganisé au niveau de la filière d'approvisionnement et puis les denrées alimentaires sont de plus en plus chères. Donc cette inflation aussi est une contrainte. Et quatrième et dernière, c'est la fermeture des frontières. Alors évidemment, elles sont réouvertes en France depuis le 9 juin, mais elles sont encadrées, ce qui veut dire que les Russes, les Brésiliens, les Américains, les Chinois ne sont pas de retour en France, et notamment cet été. Michel, comment tous les éléments que vient de nous donner Philippe se sont traduits sur la saison touristique? Juste rappeler quand même un petit peu que jamais le marché mondial du tourisme n'a été impacté de cette manière-là, et c'est le Covid qui l'a impacté. On a eu une chute des touristes étrangers de 98%. Il faut quand même le savoir. Ça s'est traduit en 2020 sur le secteur Bourgogne, au niveau de l'hôtellerie, par une baisse de 44% de leur chiffre d'affaires. C'est quand même très important. Vous avez d'autres chiffres, d'autres données, Michel, à nous donner? Bien sûr, les premières données statistiques en Bourgogne-Franche-Comté pour 2021, alors bon, c'est des tendances quand même, nous présentent quand même, heureusement, une progression par rapport à 2020, parce que c'est quand même beaucoup mieux. On a un retour des étrangers, quand même, ils sont venus, les Belges, les Néerlandais, à plus petite quantité, les Allemands et les Suisses. Donc des Européens, globalement. Oui, tout à fait. Pratiquement aucune clientèle anglaise ni chinoise, de toute façon. Là, Michel, qu'on comprenne bien, vous êtes sur une donnée nationale. En région, c'est similaire, c'est comparable? Les données que je vous ai citées, on les a eues sur la Bourgogne-Franche-Comté. Ce sont des données, des statistiques qui sont présentées par le Comité régional du tourisme Bourgogne-Franche-Comté. Le 7 septembre dernier, le président, Patrick Ayache, a présenté un bilan de la saison estivale, qu'il estime plutôt réussi. Il a précisé que certains territoires s'en sortaient mieux que d'autres, la Saône-et-Loire, la Côte d'Or, et puis Lyon. Par contre, le Doubs et puis le territoire de Hautfort restent quant à eux à peu près identiques. Et au sein de ces territoires, de ces départements, est-ce qu'on fait une différence entre le milieu urbain et le milieu rural, par exemple?
Les statistiques ne sont pas aussi présentes, hein. On y vient, on a des différences sur la partie hébergement et des différences sur la partie restauration. Le comportement de la clientèle n'est pas le même. Il faut juste savoir que l'élément le plus significatif de ces changements de consommation se porte sur les taux de remplissage des hébergements. Si jusqu'à présent, l'hôtellerie et le camping se portaient bien en été, les gîtes représentaient un peu de chiffres, peu de taux de remplissage. C'était plutôt un tourisme du grand public, enfin de non-professionnels. Aujourd'hui, les hébergements gîtes et meublés ont représenté le taux de remplissage le plus important de la saison. C'est vraiment le fait le plus significatif. Ceux qui ont réussi cette année, c'est quand même ces hébergements-là. Les campings, plus ou moins, puis l'hôtellerie, un peu moins. On sait ce que ça va donner dans les semaines, les mois qui viennent. On a déjà des projections où c'est compliqué d'anticiper ce qui risque de se passer. Pour la partie touristique, la saison touristique, elle est passée, elle est derrière nous. La plus grosse crainte aujourd'hui, le retour de ces professionnels qui se déplacent pour être hébergés. Qu'en est-il du télétravail? Qu'en est-il des habitudes qui vont être données? De toute façon, on ne revient pas encore au niveau des commandes des séminaires d'entreprise. Ce n'est pas encore le cas. Et qu'en est-il des variants, évidemment, en 2022? Personne ne sait. Merci Michel pour cet éclairage. Donc conseiller tourisme à la CCI, on a bien compris l'importance de ces précisions. Je vous propose de compléter d'ailleurs votre analyse par le témoignage d'un professionnel de l'hébergement, puisque nous avons la chance d'avoir en visio le directeur de Logis Tourisme au niveau national, Karim Solayavou, qui est avec nous. Karim Solayavou, bonjour. Bonjour. Vous dirigez le réseau Logis Tourisme. Quelle est la situation chez vos adhérents? Donc ce que je voulais déjà vous dire, c'est que la saison touristique 2021, en tous les cas pour le groupe Logis Hôtel que je représente, a été une saison record. Je vais vous donner deux chiffres. Au niveau national, on a constaté une progression de chiffre d'affaires de plus 32% par rapport à l'été 2019, qui est la dernière année de référence avant le Covid. Et en Bourgogne, c'est une progression de plus 21% de chiffre d'affaires, toujours par rapport à 2019. La relance, au-delà de l'été, elle est solide. Et c'est un point important à avoir en tête pour des repreneurs, pour des investisseurs. Le mois de septembre 2019 s'est traduit par une progression du chiffre d'affaires de plus de 10% au niveau national et de plus de 24% toujours au niveau national et toujours par rapport à 2019 pour la clientèle corporate. Vous savez, cette clientèle corporate qui vient remplir la basse et la moyenne saison. C'est le vrai enjeu. Souvent, on sait très bien remplir la saison. Et l'enjeu, c'est de remplir la basse et la moyenne saison. C'est la clientèle individuelle à faire et elle est au rendez-vous. En Bourgogne, toujours pareil, on est à plus 11%. Sur l'ensemble de l'année, janvier, fin septembre, nous sommes à plus 0% par rapport à 2019 au niveau national. Donc, nous avons déjà retrouvé le niveau d'activité de 2019, dernière année de référence. Au-delà de cette saison record, il y a une vraie contrainte, un vrai frein à la relance, qui est aujourd'hui le manque de personnel, qu'il soit qualifié ou non. Nous avons aujourd'hui des établissements qui ferment des étages, n'ouvrent plus certains jours le restaurant par manque de personnel. C'est un enjeu sur lequel nous devons tous collectivement travailler. Karim Solayavou, est-ce que vous pouvez nous lister, nous résumer ce que vous avez pu entreprendre en rapport avec la transmission d'entreprise notamment? Deux modes de reprise, soit au sein de la famille, projet familial. Dans notre groupe, nous avons des établissements qui sont présents depuis 5-6 générations. Et c'est un moment important parce que c'est le moment où on va pouvoir être moins dans l'affect par rapport à ce que les hôteliers appellent souvent leur maison, qui est l'hôtel, et davantage dans le pilotage et l'anticipation. Exemple, pour être sûr d'avoir une reprise interne familiale ou externe qui soit positive, c'est notamment construire des budgets hebdomadaires, budgets mensuels, de construire des objectifs continus d'amélioration de la qualité, donc avoir des objectifs, les suivre, les mesurer. Et ce n'est pas toujours le réflexe, en tous les cas dans l'hôtellerie indépendante, de se fixer ce type d'objectifs et de les suivre. Des petits établissements, des établissements à taille humaine, aujourd'hui dans les attentes des clients, sont aujourd'hui plébiscités. Donc, vous voyez, petits établissements avec une dimension d'expérience unique déstandardisée, la restauration au cœur de l'expérience, y compris locale, une expérience qui est complète avec le bien-être, le coworking,
c'est aujourd'hui la recette gagnante par rapport aux attentes et à la fois de la clientèle et donc des investisseurs qui attendent, eux, un retour sur investissement. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, d'expliquer l'enjeu de ce modèle à des repreneurs, à des investisseurs, y compris à des établissements bancaires qui doivent aujourd'hui faire confiance dans la solidité de la relance et les opportunités d'investissement des pépites qui sont aujourd'hui dans nos territoires, dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Merci Karim Soleil-Avou, directeur Logis Tourisme, pour cette intervention. Michel, on voit finalement qu'on a aussi des choses positives qui se dégagent de tout ça. Oui, tout à fait. Heureusement que tous ces indépendants qui sont en milieu rural en hôtellerie ont bénéficié de l'effort du réseau Logis pour pouvoir amplifier leurs ventes. On voit que d'autres entreprises qui ne bénéficiaient pas de cet effort-là n'ont pas eu les mêmes réussites. Michel, je crois que les tendances et les changements d'habitude de consommation ont réellement changé. Est-ce que tout cela va aussi impacter la transmission d'entreprise? Je vous propose de passer au deuxième volet de cette émission. Et pour cette deuxième séquence, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Constanti, conseiller transmission à la CCI. Philippe, ne restez pas très loin, on se retrouve dans un instant. Olivier Constanti, peut-être présentation express avant de commencer. Je suis conseiller transmission à la CCI depuis 2014, j'accompagne les cédants qui sont à la recherche de repreneurs. Michel, en quoi les changements d'habitude de consommation vont impacter la transmission reprise d'entreprise? Alors là-dessus, il y a eu plein d'études, il y a plein de sondages qui ont été faits, mais il me semblait que l'étude la plus intéressante était celle réalisée par l'IFOP, qui a questionné les Français sur leur préférence sur le tourisme, leurs dépenses touristiques sur les 10 ans à venir. Ce qui est rassurant, c'est que 95% d'entre eux souhaitent continuer à partir en vacances, et qu'ils souhaitent continuer à partir en vacances plusieurs fois dans l'année. Mais une chose vient de changer, c'est que ces Français-là donnent une préférence plus au territoire, mais à la qualité de l'offre de l'hébergement. Ce qui change complètement la donne. Et ce qui changera la donne aussi pour les repreneurs. Tout à fait, tout à fait. Olivier Constanti, vous pouvez nous éclairer sur la partie restauration, même constat? Oui, les changements d'habitude sont très importants pour appréhender le potentiel de l'entreprise qui va être à reprendre. On part d'un socle, c'est le chiffre d'affaires actuel de l'entreprise, c'est aussi son histoire, sa notoriété, c'est ses clients fidèles, et puis selon l'endroit où on va se trouver, on va pouvoir proposer des nouveautés, de la vente à emporter, de l'emporter livré, de la restauration du matin. Il faut savoir qu'un repreneur apporte toujours une ou plusieurs nouveautés à l'entreprise, à l'établissement qui reprend. Michel, sur ces données? Écoutez, on constate effectivement des changements de consommation parce que sur les 6 grands moments de la journée où l'Européen consommait, c'est-à-dire matin pour le petit-déj, entre midi et 2, l'encas gourmand, l'après-midi aussi encas gourmand, le midi, le soir, et puis ce qu'on appelle le vide frigo, ces moments-là où on rentre dans la maison, on constate qu'il n'y a rien dans le frigo, les Français commencent à consommer comme les Européens. On constate des réussites sur des chiffres d'affaires réalisés, même en milieu rural, sur le petit-déj. On voit d'ailleurs, vous le voyez, en centre-ville, des salons de thé qui ont beaucoup de réussite, des petites choses qui sont gourmandes, qui font du chiffre d'affaires. Donc petit à petit, le Français, il consomme comme les autres, il consomme pratiquement toute la journée et hors dehors du domicile. Alors, on a toujours eu des évolutions de la société de consommation. Là, pour le coup, ça a été très rapide. C'est-à-dire qu'en 6 mois, 1 an, on a de vraies nouvelles habitudes qui se sont mises en place. Et les professionnels doivent finalement faire face à ça et s'adapter rapidement aussi. C'est le secteur de la restauration rapide qui s'en porte le mieux. C'est aussi celui qui est le plus innovant et le plus qualitatif aujourd'hui. C'est assez surprenant. Le Français qui avait le record du monde de durée à table, avec la crise, il s'est réorienté sur le secteur de la restauration rapide. Et les restaurants ont réussi à proposer des choses très transparentes, avec des prix qualitatifs, avec du circuit court, avec des commandes numériques, avec de la livraison. Tout ça, ça s'est passé en très peu de temps. C'est ce qui montre que c'est encore possible de pouvoir travailler et d'augmenter son chiffre d'affaires, même en période de crise. On apprend des tas de choses dans cette émission, Michel, et notamment, on n'avait pas conscience de ce changement d'habitude de consommation des clients à ce point-là. J'aimerais creuser parce que je voudrais savoir si ça avait un impact
impact en termes de reprise d'entreprise, de transmission, et ça doit forcément être le cas. Merci, on se retrouve tout à l'heure, Michel. Je vais demander à Philippe de venir nous rejoindre, et puis on va creuser justement sur la reprise avec Olivier Constanti, parce que comment se fait le lien en fait entre contexte économique et transmission? Je commence en tout cas sur le marché de la transmission. C'est vrai qu'il est lié il est marqué par une offre et une demande. Et évidemment, l'UMI, donc le syndicat professionnel, estime le marché à 5000 sessions par an, donc soit un quart des établissements sur la France entière. Je sais qu'Olivier a quelques chiffres également sur la région. On a une récente étude KPMG qui porte sur 2000 établissements. 2021 connaîtrait une légère progression. On a connu en 2020 une chute de 66%, hein, c'est sûr. Pour autant, la France est l'un des pays les moins impactés par la baisse de la valeur de ses actifs hôteliers. Et aujourd'hui, sur le premier semestre 2021, le marché se montre plus actif. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que dans les chiffres qu'il y a des impacts, il y a aussi évidemment sur la qualité des opérations. Le marché de la transmission CHR est marqué, en tout cas globalement, par un grand dynamisme, puisque les chefs d'entreprise, en tout cas, ont l'habitude de changer d'établissement régulièrement, contrairement à d'autres secteurs comme l'industrie où c'est l'entreprise de leur vie. Donc il y a des choses qui sont stables et en même temps, il y a des grandes évolutions. On l'a vu, il y a eu des modes, évidemment, c'était tous entrepreneurs, c'était aussi tous restaurateurs, parce qu'il y avait des émissions et des cuisiniers, des chefs célèbres. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi d'émergence de nouveaux concepts, les bars à pâtes, aujourd'hui les cuisines fantômes, donc ça, toutes ces modes, en tout cas, sont là pour correspondre aux besoins de zapping des consommateurs. Le tourisme aussi, puisqu'il fallait, tous chambres d'hôtes, c'était aussi le mot d'ordre fut un temps. Et en effet, il y a des porteurs de projets qui se sont rendus compte que c'était un vrai métier. Puis aussi, dans la crise Covid, il y a des salariés qui se sont découverts aussi un nouvel objectif, un nouveau projet de vie autour de l'entrepreneuriat. Donc au-delà des modes, on a vu que les changements de consommation avaient des impacts et c'est vrai que par rapport à ces évolutions-là, elles se sont accélérées. Les concepts sont moins durables, les formules sont provisoires et donc on peut évoquer que par rapport à la transmission, il y a 3 aspects principaux à retenir. Donc la clientèle c'est important mais pas suffisant. Deuxièmement, l'emplacement et les équipements sont primordiaux puisque c'est ce qui va donner de la valeur en effet à l'établissement. Et puis la mise aux normes est primordiale aussi pour valoriser son établissement. Donc la transparence en effet sur les normes, sur l'état des équipements est encore plus importante aujourd'hui qu'avant. Olivier, est-ce qu'on a des chiffres sur la région? Oui, sur la région Bourgogne-Franche-Comté, on compte à peu près 80 annonces de cession sur le secteur CHR. Et parallèlement, on va retrouver à peu près 130 repreneurs dans nos fichiers. Bon, c'est une proportion qui pourrait sembler favorable, cependant il faut apporter un bémol. Il faut vérifier l'adéquation entre l'annonce de cession proposée et le projet du repreneur. Et là, on va tomber à 57 demandes de mise en relation cédant-repreneur reçues chaque année, par rapport aux 80 dont je vous parlais tout à l'heure. Ce que je retiens, moi, au niveau régional, c'est qu'on va avoir un petit peu moins de candidats qui vont se présenter dans les entreprises. Par contre, le candidat qui se présente va plus fréquemment au bout de la transaction. Oui, je rajouterais juste qu'en effet, si le cédant d'un établissement ne se sent pas en effet d'adapter sa formule au changement de consommation, l'objectif c'est que le repreneur le fasse à sa place et donc en effet transmettre, ça peut être une opportunité dans ce cas-là quand le marché a évolué. Alors il y a un point évidemment très très important qu'on va évoquer, c'est celui du prix. La valeur, forcément la crise Covid a eu des impacts sur la valeur des entreprises à céder. Pour faire le point sur ce sujet, je voudrais accueillir en visio Patrick Rickert du Crédit Agricole. Patrick est avec nous en principe. Patrick Rickert, bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous apporter votre regard sur l'impact de la crise Covid sur la valorisation des fonds de commerce CHR? Donc, quand vous m'interrogez sur l'impact éventuel du Covid et de cette période Covid sur le segment café, hôtellerie, restauration, je vous dis oui, il va avoir un impact. Alors, ce que je vous dis là, c'est un regard partiel que je porte au travers de l'expérience, que nous portons au travers de l'expérience de ces métiers-là sur le terrain. Cet impact, il est évident puisque dans le calcul de la valorisation,
quand on va faire la jonction de deux paramètres. D'abord, on va analyser la rentabilité. Ensuite, on va regarder le patrimoine et le bilan. Dans la rentabilité, on va appliquer un multiple qu'on applique généralement sur l'excédent brut d'exploitation. Ça va nous donner une première donnée qui renvoie à une notion de valeur d'entreprise. Et puis, à cette donnée-là, on va rajouter ou soustraire le patrimoine de l'entreprise. S'il y a de la dette, on va soustraire. Si vous avez de la trésorerie ou des actifs qui méritent d'être valorisés, on va le rajouter. L'ensemble de ces deux données constituant la base de discussion du prix. Ce qui est assez compliqué, c'est que dans ces deux paramètres-là, il faut bien raisonner en termes de données normatives. Normative, c'est une donnée qui est reproductible, qui a été déjà réalisée dans le passé. Ça peut être une moyenne de la performance des dernières années et ça peut être également le plan de développement et le business plan. Donc, quand on rajoute cette donnée-là, on voit vite qu'on va rentrer dans une approche plus compliquée si on doit mettre entre parenthèses, ce qui est le cas pour les CHR, des exercices comptables 2020 ou 2021 pour des raisons de Covid. La conjoncture est un impact sur ces grandeurs et en particulier sur l'aspect de l'excédent brut d'exploitation, donc sur la rentabilité d'entreprise. Qu'est-ce qu'on va prendre comme paramètre? Si on a l'habitude de prendre les 3 ou 4 exercices passés avec une moyenne plus ou moins pondérée, ben là, on a quand même un trou d'air sur 2020-2021. Donc oui, l'impact Covid a une conséquence sur les valorisations. Après, quand on raisonne en termes de business plan et en termes de développement, on va également trouver un impact de la conjoncture parce qu'aujourd'hui, on a quand même des zones d'incertitude en matière de projection de la performance. Qu'est-ce qui est reconductible dans le futur? On va avoir des contraintes réglementaires et peut-être des hausses de salaire et peut-être des crises de personnel qui sont des éléments qu'on va prendre en compte. Et par rapport à une époque 2016-2019 qui était plus homogène et de laquelle on pouvait projeter quelque chose de plus cohérent, là, on va se trouver dans le souci de projeter un futur plus incertain. Donc, la conclusion qu'on peut dire, c'est que nous, Crédit Agricole, bien sûr, on continue à regarder des sujets de transmission, des problématiques de financement de repreneurs sur ces segments-là. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et il y a quand même un point important, c'est qu'on va être sur une analyse plus raisonnable du futur et il va être introduit forcément dans les négociations entre les cédants et les repreneurs des notions des grandeurs de valorisation qui vont être impactées. En termes d'excédent brut d'exploitation et de multiples, on peut penser qu'on va perdre 1 à 2 points par rapport au niveau qu'on avait avant le Covid. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet-là. Merci Patrick Rickert pour votre éclairage. Philippe, même constat sur la valeur des fonds? Oui, voilà, évidemment, la crise a eu un impact avec ces mois de fermeture et donc une baisse de la clientèle. À voir si l'impact sur la valorisation des fonds est durable dans le temps et voilà, si on est dans une vraie reprise ou pas. On va rester sur cette thématique de la finance, car pour reprendre un projet, eh bien, il faut avoir les moyens. Et je vous propose d'engager une troisième séquence dans cette émission. Eh bien oui, car on le sait tous, eh bien, le financement, c'est le nerf de la guerre dans les reprises d'entreprise aussi. Michel Andrès nous a rejoint et puis j'accueille Corinne Valère. Corinne, bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps. Oui, alors je suis conseiller d'entreprise, chargée de transmission et j'accueille également les porteurs de projets, dont les repreneurs. Sur les dispositifs qui existent, Michel, on peut rebalayer, relister ce qui est proposé? Oui, complètement. Il faut d'abord comprendre que c'est le conseil régional qui a les compétences économiques. Et le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a souhaité mettre en place un dispositif d'aide spécifiquement dédié au monde du tourisme, café, hôtel, restaurant. Et donc on va trouver, si on va sur le site du conseil régional, 12 aides qui sont spécifiquement dédiées. Les plus classiques sont utilisées pour la rénovation hôtelière ou la reprise hôtelière, avec des subventions sur le classement. Il y a le camping, vous avez aussi les gîtes, les chambres d'hôtes, vous avez et aussi les restaurants.
Et bien sûr, tout ça est lié à des conditions d'acceptation et surtout des conditions d'éco-conditionnalité maintenant qui sont nouvelles, qui sont très marquées et de qualité. On ne va pas vous verser de l'argent pour pouvoir rénover un vieux truc qui va consommer beaucoup d'énergie. Voilà, ce n'est pas le but. Corinne Valère, sur les dispositifs d'aide complémentaires, qu'est-ce qu'il existe ? Alors, donc, nous avons le dispositif d'avance remboursable de la région Bourgogne-Franche-Comté, donc, qui s'adresse plus volontiers donc, aux repreneurs d'un hôtel ou d'un hôtel-restaurant, qui pourra aller donc, jusqu'à 50 000 €, en complément, bien entendu, toujours d'un prêt bancaire qui doit rester le financement principal. À côté de ces avances remboursables, nous avons donc les prêts d'honneur, qui sont des prêts personnels cette fois-ci, et non pas des prêts à l'entreprise, qui sont donc présentés par le dispositif Initiative France, déployé de façon différente dans chaque département. Et donc, il est important de vous adresser aux conseillers donc, du territoire sur lequel le projet donc, s'opérera pour que vous ayez la bonne information sur les montants et sur les critères à remplir. Voilà. Michel, je vous voyais réagir pendant Oui, tout à fait. Parce qu'en matière de subvention, il y a les éléments, enfin les aides que je vous ai présentées, mais en matière d'avance remboursable, il y a aussi le prêt FEDER, qui est un prêt rebond. Vous avez aussi le prêt tourisme de la BPI et un tout nouveau prêt que le Conseil régional vient de signer avec la Société Bâtiment de France, et donc qui permet aux personnes qui ont un projet hôtelier d'obtenir, au lieu de faire l'acquisition des murs directement, c'est de faire l'acquisition des murs par ces structures-là et de n'avoir qu'un bail commercial. Merci Michel pour cet éclairage, on se rend mieux compte effectivement du dispositif qui est proposé. Sur l'accompagnement, Corinne, qu'est-ce qui est fait dans ce domaine ? La région Bourgogne-Franche-Comté a souhaité mettre en place un dispositif permettant, par les chambres de commerce et d'industrie et par les chambres de métiers ainsi que les autres opérateurs, un accompagnement gratuit, notamment en direction des repreneurs, à condition donc qu'ils soient soit demandeurs d'emploi, soit bénéficiaires de minima sociaux ou en projet de reconversion dans le cadre d'un emploi salarié. Donc, au vu du panel conséquent quand même d'aides, vous l'aurez compris, l'importance de l'accompagnement afin que le conseiller puisse mobiliser les bons dispositifs de financement en fonction du projet. Et après l'étape financement, eh bien, l'étape construction. Et on y va par étapes. Et Corinne, on va les expliquer, ces étapes. On va y revenir en détail avec vous. Juste avant cela, je vous propose de regarder une petite animation vidéo justement autour de cette thématique. Regardez. Vous envisagez de reprendre une entreprise ? Bravo! Il existe des opportunités pour tous les profils et tous les budgets. Reprendre une entreprise est un projet passionnant, mais qui nécessite préparation et accompagnement. Pour avancer avec méthode, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat de Bourgogne-Franche-Comté vous proposent Transentreprises, un dispositif complet pour vous accompagner et faire réussir votre projet en 6 étapes. Vous allez d'abord devoir identifier vos compétences, vos qualités et vos aptitudes. Bref, déterminer si vous avez le profil du chef d'entreprise. Vous avez l'âme d'un entrepreneur ? Parfait! Transentreprises va vous aider à trouver l'entreprise à reprendre en intégrant vos critères de sélection. À ce stade, Transentreprises vous accompagne dans l'analyse des forces et des faiblesses de l'entreprise que vous allez reprendre et vous aide à en déterminer la valeur. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour négocier le rachat de l'entreprise. Vous pouvez vous appuyer sur notre réseau d'experts qui vous permettra de franchir cette étape dans les meilleures conditions. Plan de financement, aspects juridiques, fiscaux et sociaux de la reprise, les conseillers Transentreprises vous aideront à préparer vos comptes prévisionnels et à trouver les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Enfin, vous pouvez démarrer votre activité. Avec notre aide, vous accomplirez les formalités en toute sérénité. Et à vous les manettes! Avec Transentreprises, et grâce à un réseau de conseillers et de professionnels, bénéficiez d'un accompagnement personnalisé et méthodologique pour faire réussir votre projet de reprise d'entreprise. Plus d'informations sur www.transentreprises.com.
Et je voudrais qu'on rattache tout ce qu'on vient de voir sur cette petite vidéo avec le secteur CHR. Corinne Valère, je rappelle pour celles et ceux qui nous rejoindraient en cours d'émission que vous êtes conseillère entreprise à la CCI, spécifiquement sur ce secteur du CHR, Oui. qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en parallèle avec la vidéo qu'on vient de regarder? Alors, donc, j'insisterai plus particulièrement donc, sur la première étape qui est l'étape cohérence homme-projet. Au cours de laquelle, moi, j'insiste particulièrement donc, sur la partie réglementation et la partie formation. À savoir, est-ce que le repreneur donc, dispose des formations adaptées pour la reprise notamment d'un restaurant, avec une particularité, puisque pour cette activité, il y aura nécessité de disposer donc, du permis d'exploitation. Ce permis d'exploitation, donc, on l'acquiert avec une formation de 3 jours. Au cours de laquelle donc, on va apprendre toutes les subtilités liées à l'activité. Et ce permis d'exploitation, il est très important puisqu'il sera demandé pour l'inscription donc, de la future structure juridique. À côté donc, de ce permis d'exploitation, donc, pour les licences de débit de boisson, le porteur de projet devra également avoir passé la formation hygiène alimentaire, où il devra avoir une personne donc, au sein de son équipe qui dispose de cette formation. Donc cette formation se déroule donc, sur 2 jours et donc, avec le permis d'exploiter, ce sont les 2 principales, si vous voulez, précautions donc, à prendre quand on analyse donc, la cohérence homme-projet, afin que le porteur sache dans son calendrier d'étapes qu'à un moment donné, il faudra qu'il tienne compte donc, de ces temps de formation. Avec vous, Corinne, on vient de voir effectivement la vision du repreneur, mais en face du repreneur, il y a toujours un cédant. C'est un peu le principe, c'est-à-dire aussi un chef d'entreprise qui souhaite transmettre son entreprise. Et ce n'est pas aussi simple que cela, puisque pour garantir la bonne transmission d'une entreprise, on doit respecter un processus méthodologique. On va le découvrir à travers une deuxième vidéo. Regardez. Vous envisagez de céder votre entreprise? C'est un projet décisif dans votre vie qui nécessite anticipation, préparation et accompagnement. Pour avancer avec méthode, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat de Bourgogne-Franche-Comté vous proposent Transentreprise, un dispositif complet pour vous accompagner et faire réussir votre projet de cession en 8 étapes. Évaluons d'abord ensemble les motivations qui guident votre projet de cession ainsi que vos perspectives personnelles et professionnelles. Identifier objectivement les forces et faiblesses de votre entreprise est essentiel. Il faut aussi établir le diagnostic précis de votre situation patrimoniale, fiscale ou sociale. Transentreprise vous propose plusieurs méthodes d'évaluation pour déterminer le juste prix de votre entreprise et favoriser sa vente rapide. Une étape essentielle, bien sûr. Il est temps de passer à une phase opérationnelle. Notre dispositif Transentreprise va vous aider à bâtir un plan de transmission et à optimiser vos chances. Vente du fonds, cession de titres, donation, il existe de nombreuses manières de céder votre entreprise. Avec Transentreprise, déterminons ensemble la meilleure option. Maintenant que vos bases sont solides, Transentreprise va favoriser la recherche du repreneur idéal grâce à son vaste réseau. En toute confidentialité, bien sûr. Prêt pour la vente ? Notre réseau d'experts, de conseillers et de professionnels vous accompagne dans cette phase essentielle destinée à convaincre votre futur repreneur. Dernière étape. Avec notre aide, vous accomplirez les formalités en toute sérénité et vous pourrez accompagner le repreneur dans le démarrage de l'activité, puis voguer vers d'autres projets. Avec Transentreprise, et grâce à un réseau de conseillers et de professionnels, bénéficiez d'un accompagnement personnalisé et méthodologique pour faire réussir votre projet de cession d'entreprise.
Plus d'informations sur www.transentreprises.com. Et oui, car on parle beaucoup depuis le début de cette émission des repreneurs, mais il existe aussi un dispositif pour accompagner la cession et notamment plusieurs étapes. Philippe Bugeaud, Olivier Constantin nous ont rejoints autour de cette table. Olivier, on commence par quoi quand on est cédant? La première étape que l'on propose, nous, c'est les 2 diagnostics. On a le diagnostic de transmissibilité. Il reprend la présentation de l'entreprise, bien sûr, l'analyse des points forts, des points faibles, l'analyse, bien sûr, de la rentabilité, de la situation financière, une vue de notre observatoire des prix de vente, et puis également les premiers éléments d'approche de la fiscalité de la cession. Et puis on a le deuxième diagnostic qui va être le diagnostic hygiène, sécurité, accessibilité, qui reprend un rappel réglementaire, les points de non-conformité qui ont été relevés, et puis les priorités, les préconisations, et puis un chiffrage des travaux. Ce qui est important, c'est que pour le cédant, c'est de pouvoir proposer une offre de cession parfaitement transparente. Et oui, car tout ce travail qui est préparatoire, fait en amont, facilite aussi la transmission, Philippe. Oui, et on a un rôle bien précis, et moi je reviendrai en tout cas sur l'étape 3 de la vidéo, sur l'évaluation. En effet, les CCI et les chambres de métiers se positionnent sur des avis sur la valeur des fonds de commerce et des fonds artisanaux, donc notamment avec une vision marché, avec une connaissance du terrain, une connaissance de la concurrence, comment s'inscrire en tout cas l'établissement sur le territoire. Ça, c'est une spécificité. Et puis, il y a également, sur l'étape 4, sur la stratégie qui était évoquée, la stratégie de cession, ce que je trouve intéressant, en effet, c'est de ne pas oublier la stratégie interne, c'est-à-dire les salariés qui, en effet, en interne, pourraient se positionner sur la reprise de l'activité. Ok, Philippe, tout ça, c'est quand on a quelqu'un, c'est bien. Quand on n'a personne, Olivier, quand on n'a pas de repreneur en face. Alors, en complément de la diffusion de l'annonce, nous, on va proposer des recherches actives de repreneurs. On va utiliser nos fichiers, la base Transentreprise et puis les fichiers dont on dispose. On va réaliser une présentation d'entreprise et puis on va la diffuser par email. On fait ça au moment de la diffusion de l'annonce et puis on va faire des rappels, des relances en fonction de ce qui se passe avec l'offre de cession. On peut aussi proposer des recherches actives à la carte. Ça peut être par exemple des entreprises potentiellement en projet de croissance externe qu'on va contacter. Dans le cadre des CHR, l'hôtel qui a une bonne capacité, qui a la capacité d'accueillir un quart par exemple, ça va être tout à fait pertinent, ce type de solution. Et en dernier lieu, il va y avoir la mise en relation. Alors la mise en relation cédant-repreneur, elle va être sécurisée. On va d'abord qualifier le repreneur et puis aussi on va lui demander un engagement de confidentialité. Philippe et Olivier, merci pour ces éclairages. Tout cela semble très clair finalement. On a vu le financement, la méthode, les étapes. Concrètement, je suis cédant, je suis repreneur. Comment je fais? À qui je m'adresse? Par quoi je commence? Je propose à Corinne Valère de venir nous rejoindre. On va creuser tout cela avec elle. Et pour accompagner tout cet écosystème de la transmission d'entreprise, eh bien, je crois que vous n'êtes pas seule, Corinne. Alors non, nous ne sommes pas seuls. Donc, à côté des conseillers de chambre de commerce et d'industrie et des conseillers donc, de la chambre de métier, nous avons les interlocuteurs naturels de l'entreprise, que sont les experts comptables, les banques, les notaires et les avocats d'affaires. Et puis alors, au cœur de cette transmission d'entreprise, on a ce fameux dispositif Transentreprise. Oui, dispositif donc soutenu par la région Bourgogne-Franche-Comté, par la Banque Populaire, le Crédit Agricole, la Chambre des notaires et les agents immobiliers. Et alors, pour nous éclairer, vous avez conçu une remarquable plateforme. Je vous propose d'en parler parce que ça vaut le coup quand même de prendre quelques instants pour expliquer à quoi elle sert et comment elle fonctionne. Oui, bien sûr. Alors, c'est une plateforme nationale, donc en ligne, qui existe depuis une vingtaine d'années, qui propose une bourse d'opportunités donc des affaires à céder, toute activité confondue, donc que ce soit commerce, artisanat, services, industrie et bien sûr CHR. Et qui va faire une mise en relation donc, entre d'un côté les cédants et des repreneurs potentiels. Et on a quelques images de cette plateforme qui apparaissent à l'écran, Corinne, pendant que vous nous expliquez tout cela. Oui, alors
Ce n'est pas qu'une plateforme et une bourse d'opportunités, c'est bien plus que cela, puisque c'est la force d'un réseau, on l'a vu. C'est également des outils qui sont mis à disposition donc, des repreneurs ou des cédants, avec des guides pratiques donc, de la transmission aux reprises d'entreprise qui sont téléchargeables directement sur le site, avec des petites vidéos, les conseils de Charlotte qui vont du coup présenter les différentes étapes ou les conseils spécifiques pour les créateurs ou les repreneurs. C'est aussi une chaîne YouTube. Ce sont des publications régulières sur nos réseaux sociaux avec donc des interviews des conseillers en charge de cet accompagnement ou des cédants ou des repreneurs qui nous témoignent du coup de l'accompagnement qu'ils ont pu bénéficier. Quelques chiffres pour que vous vous rendiez compte donc, de l'importance de cette plateforme au niveau national. Donc, ce sont des offres qualifiées et actualisées chaque jour. 4 342 offres en ligne en 2020. Plus de 655 000 visites en 2020, toujours. En moyenne, chaque mois, 170 repreneurs créent un compte sur le site. Ce sont 32 000 quasiment demandes de mise en relation qui sont déposées. Et puis, 4 075 projets de reprise identifiés toujours sur l'année 2020. Oui, c'est vraiment une porte d'entrée vers ces dispositifs. Voilà. Donc ça, c'était les chiffres nationaux. Mon collègue va vous faire un focus sur les chiffres en région, Bourgogne-Franche-Comté. Au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, je parlais des 130 entrepreneurs. Aujourd'hui, et ça je parle en direction des cédants de très petites entreprises, 2/3 de ces repreneurs sont prêts à reprendre un établissement sans salariés. Et 3/4 des repreneurs de notre base sont originaires d'une autre région. La Bourgogne-Franche-Comté est la 5e région la plus attractive de France, derrière Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Île-de-France, et devant la région PACA. Ce qui est important aussi, c'est la durée que va prendre la transaction. On est pour près de 3/4 des cessions sur plus de 12 mois, voire plus de 2 ans. Puis je finirai par un dernier chiffre, notre taux de reprise au niveau régional, on est à 34,5% pour le CHR. Sur l'ensemble des activités, on est à 34,2%, donc c'est tout à fait équivalent. Merci Olivier. Concrètement, est-ce qu'on peut faire un point sur cédants, repreneurs? Philippe? Oui, sur les cédants, donc cédants CHR également, bien sûr. L'objectif, c'est qu'ils puissent nous contacter directement via ce site en nous envoyant une demande. Et ensuite, on construit avec une personne relais, donc un accompagnant dans les CCI et dans les chambres de métiers. On construit une annonce avec des vidéos, des photos, quand c'est possible. Ce qu'il y a aussi pour les cédants, c'est un espace où ils peuvent également consulter des profils de repreneurs. Donc ça, c'est aussi accessible en ligne. Donc la spécificité de l'outil et de ces propositions, c'est un accompagnement personnalisé, confidentiel, et avec une personne relais qui connaît bien l'entreprise. Corinne, sur la partie repreneur? Oui, alors le repreneur donc, va pouvoir se créer un compte donc, très facilement sur le portail, surtout définir ses critères de recherche, donc la zone géographique, le secteur d'activité recherché, éventuellement des informations, des critères financiers aussi. Il va pouvoir s'abonner à une alerte mail à chaque fois qu'il y aura une correspondance par rapport aux critères définis au départ. Donc le repreneur recevra dans sa boîte mail une alerte. Et puis, il pourra suivre, bien sûr, les contacts des diffuseurs d'annonces. Du côté du conseil d'entreprise, à chaque fois qu'on va avoir donc, une annonce qui va matcher avec un repreneur potentiel, on va recevoir une alerte. On va reprendre contact donc, avec le repreneur. L'idée, c'est de pouvoir vérifier la cohérence en projet, toujours, poser un certain nombre de questions pour s'assurer que ce n'est pas qu'un simple curieux. Et ensuite, donc, on fera la fameuse mise en relation donc, avec le cédant. Voilà. Le repreneur donc, va pouvoir également définir ses offres favorites. Et puis, il sera relancé régulièrement avec des emails automatiques pour lui demander donc, si ses critères de recherche sont toujours les bons ou s'il y a lieu de les actualiser. Voilà. Il y a possibilité également de recevoir donc, un bulletin d'annonce synthétique donc, qui peut être envoyé par le conseiller donc, au repreneur, pareil, sur la base de critères définis auparavant. Merci Corinne pour tous ces éléments.
Je vous propose de faire un petit tour de table sur ce que vous retenez de ce format. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Philippe? En tout cas, moi, ce que j'ai envie d'insister sur la spécificité des CCI et des chambres de métiers, donc, qui ont une vision de la transmission et de la reprise d'entreprise centrée sur le projet de l'entreprise. Donc la connaissance des marchés, la connaissance de la concurrence, la connaissance évidemment de l'entrepreneuriat, enfin de ce qui peut construire un projet entrepreneurial. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'une entreprise souhaite se vendre, c'est qu'elle soit visible, qu'elle puisse communiquer. Il y a trop d'entreprises qu'on vend encore à l'ancienne manière, discrètement, et ils ont l'opportunité de profiter de cette plateforme numérique qui fait partie des plateformes les plus importantes en France. Donc c'est quand même une chance pour eux d'être visibles et d'être accompagnés sur le CEDON. Voilà. Olivier, même plus globalement sur le format. L'atout de notre dispositif, c'est avant tout d'être sur une équipe, en fait. On va pouvoir avoir, si besoin est, un pôle études qui va nous faire une mini-étude de marché. On va avoir des conseillers reprises à côté des conseillers cédants d'entreprise. Chacun va pouvoir communiquer l'un avec l'autre. On est très proche de nos collègues. Corinne? Mes collègues ont quasiment tout dit, donc j'ajouterai juste anticipation. On l'a vu, c'est important donc, de s'y prendre quand même en amont dans le cadre de son projet de cession de reprise. Et puis un accompagnement personnalisé, du coup que le réseau des partenaires et des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers peuvent proposer. Merci Corinne, merci Olivier. Merci Michel et merci Philippe d'avoir passé un petit peu de temps pour nous éclairer sur le sujet. Merci à toutes et à tous. Vous allez pouvoir retrouver toutes les informations utiles, les contacts, les offres d'entreprise à reprendre sur transentreprise.com et sur la chaîne YouTube Transentreprise BFC. Suivez aussi l'actualité sur la page Facebook, la page LinkedIn Transentreprise BFC. Tout cela s'affiche en bas de votre écran et vous ne manquerez ainsi aucune opportunité. Je vous propose de nous retrouver très prochainement à travers un nouveau format Transentreprise. À bientôt à toutes et à tous.